Bonjour à tous, alors ici nous sommes dans la deuxième vidéo de ma série vidéo de bilan de 2022. Et donc pour cette vidéo nous allons aborder le flop 15 de l'année 2022 pour moi. Numéro 15. Toute ma vie j'ai cru que si je m'occupais de mes affaires... The Sadness. Pas parce que c'est mauvais. Ouais, je sais que d'habitude je passe très vite sur les premiers films du flop et du top, mais pour The Sadness j'ai envie de m'attarder un petit peu parce que en soi The Sadness n'est pas mauvais. The Sadness, alors il a des défauts, hein, il est assez très lourdingue sur ses messages, gros manque de subtilité, il y a certains moments que j'ai trouvé particulièrement inutiles, même en termes de divertissement gore pour ce Sadness, mais globalement, The Sadness tient ses promesses. Il nous promet un film extrêmement violent, extrêmement gore, et la mise en scène autour de la violence et du gore autour de ce film est extrêmement présente, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc oui, en soi, The Sadness, dans sa mise en scène, dans sa manière de traiter l'attention et même dans ces scènes gore qui sont plutôt inventives, même si honnêtement le concept du virus, j'avais déjà vu le comics Crossed, donc pour moi le concept c'était pas tellement original à mes yeux, mais bon, ça reste en soi objectivement The Sadness est un très bon film. Maintenant, je déteste le gore. Je déteste tout ce qui est boucherie, tout ce qui est hectolitres de gore, de dégueulasserie au cinéma. Je déteste ça. Visuellement, esthétiquement, je n'arrive jamais à accrocher à ce genre de film. C'est pour ça qu'il est dans mon flop. Mais pour le coup, c'est un flop assez injuste pour lui. C'est pas une place qu'objectivement il mérite, j'en ai conscience. Mais moi, il y a alors, outre les défauts que je lui ai trouvés, c'est juste que je n'aime pas, je déteste les films gore, je déteste tout ce qui est, je déteste ce genre de choses. Alors, je suis allé le voir quand même par curiosité, hein, je suis allé voir parce que, je voulais voir quand même ce que pouvait proposer ce genre de cinéma. Mais c'est limite un film que si jamais vous aimez le gore, si jamais vous aimez tout ce qui est dégueulasse, alors surtout ne mangez pas avant de voir ce film. J'ai pas fait cette erreur. Ne mangez pas avant de voir ce film. Ce qui me fait marrer aussi, c'est que j'ai vu 3 gars dans la salle entrer en mode bonhomme, en mode c'est bon, vous allez voir, allez, oh, ça va être bon délire et tout. Au milieu du film, les 3 se sont barrés. Non, franchement, je pense que ce film pourrait vous plaire si vous aimez le gore, mais moi qui ne suis pas public de ce genre de film, c'est dans mon flop, même si c'est injuste. Numéro 14. Cher Evan Hansen, aujourd'hui ça va être une super journée, et voici pourquoi. Cher Evan Hansen. Je pense que ce film n'aurait pas dû être une comédie musicale. C'est un petit peu ce qui le plombe dans le film, dans ce qu'il nous propose, et avec beaucoup de moments stupides. Numéro 13. On va tous tenir à bord? Oui, sans problème. On sera que 12. Comment ils gagnent leur vie? 1250$ par personne, voilà comment. On va manger quoi, une Rolex? Le menu, ça aurait pu être tellement intéressant, beaucoup de potentiel gâché dans ce film, beaucoup de choses qui auraient pu amener quelque chose de cool et d'intéressant, mais le film n'en fait rien. Numéro 12. Les enfants, sortez le popcorn et laissez-moi vous conter l'histoire du viking de l'espace, Thor Odinson. Ce n'était pas... Thor, Love and Thunder. Je crois que je commence un petit peu à saturer en termes de Marvel, surtout quand les Marvel atteignent le niveau de Thor Ragnarok ou de Thor Love and Thunder avec des effets spéciaux dégueulasses, et ça c'est impardonnable pour un film d'un budget comme ça, d'avoir des effets spéciaux dégueulasses. N'embauchez plus Taika Waititi pour faire des films Marvel. Numéro 11.
Esther 2. Pareil que le menu, beaucoup de potentiel qu'il y avait dans ce film, surtout que le premier Esther était excellent. Mais alors celui-là... Alors déjà, ils nous font le coup de Esther était Esther avant le film Esther. Et en plus de cela, il y a plein de conneries. Ils ont tenté de faire un truc avec une famille psychopathe. Et au final, c'est plus con qu'autre chose. Numéro 11. Il se passe quelque chose. Tu te souviens de ce qu'on t'a enseigné? Bureau, crayon, papier, chaussures. C'est trop bizarre. Tout va bien, chérie? Firestarter. Alors, je me souviens pas de grand chose de Firestarter. Je me souviens juste qu'il y avait beaucoup de poncifs clichés dans ce film. Et surtout qu'il y a eu pas mal de scènes assez dégueulasses en termes de mise en scène, avec un film qui finalement n'amène pas grand chose et il y a quand même pas mal de décisions stupides en termes de Firestarter. Il y a une scène qui m'est restée en tête, c'est la scène où le père de l'héroïne se fait cramer. Cette scène est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Numéro 10. On a toujours vécu seuls, ma mère et moi. Avoir une famille, c'est tout ce que je désire. Je le crois pas. J'ai un cousin. Le bal de l'enfer. Alors, ce film est tellement mauvais et tellement cliché que une de mes collègues vidéastes que je salue, Lily S'ennuie, si tu me regardes, a pensé, avant donné que c'était une parodie de film de vampire. Je ne pense pas que l'humour de ce film soit volontaire. Je ne pense pas que ce film se soit voulu parodique. Il a voulu exploiter la légende des 3 épouses de Dracula pour en faire un message féministe. Et le problème, c'est qu'il est tellement forceur dans son message et il est tellement bourré de stupidité, que ce soit en termes de jumpscare, en termes de subtilité dans l'écriture des personnages. Ça, faudra qu'on en parle de ça. Ou tout simplement dans l'écriture de film ou dans un film qui ne fait pas peur du tout, qui ne fait jamais peur à aucun moment. Bref, Le bal de l'enfer, c'est un film tellement mauvais, on pourrait penser que c'est une parodie. Je peux pas mieux résumer que ce qu'a fait Lily. Numéro 9. Debout, Leftar, il est promenade des cartes. Je devrais peut-être... Crypto et les super animaux. Alors, on va commencer à attaquer dans le noyau dur. Crypto et les super animaux. Outre... Alors, il y a un défaut, il y a un truc qui m'a énervé dans le film que je peux pas tellement imputer au film. C'est la VF. Parce que prendre Denis Brognard pour jouer Lex Luthor, très mauvaise idée. Mais outre ça, j'ai trouvé quand même qu'il y avait tellement mieux à faire, qu'il y avait tellement plus de potentiel à faire que ce que nous offre Crypto. Il y a quelques bonnes idées. Le coup du cochon d'Inde, enfin, je sais plus si c'était hamster ou des cochons d'Inde, il me semble que c'était des cochons d'Inde, qui finalement deviennent des armes de destruction massive. En soi, c'est une bonne idée. Mais, je veux dire, il y avait tellement de choses qui pouvaient être faites. Le problème de ce film, c'est que j'ai compris que c'était un cartoon. J'ai compris que ça se voulait être un cartoon. Mais il ne pousse pas les choses assez loin pour que le côté cartoonesque soit appréciable. Je veux dire, il y a quand même des moments où le film veut totalement être sérieux. Je pense notamment, je sais plus, celui qui va devenir le chien de Batman, où il nous parle du fait des animaux que l'on croit méchants parce qu'il y a eu un incident et donc ils se font abandonner. Ça parle de pas mal de choses. Il y a des choses qui se veulent vraiment, où tu te dis le film a voulu avoir un propos, et du coup le côté cartoonesque est moins prenant, et du coup ça ne marche pas. Outre le fait que la plupart des gags, en plus dans Crypto les super animaux, ne sont tout simplement pas drôles. Numéro 7. Non. C'est elle. C'est la femme qu'il me faut. D'ailleurs, je te connaissais même pas du tout. Tu le prends mal? Imma. Tellement de frustration autour de ce film. J'ai tellement de frustration parce que Imma, j'avais envie de découvrir un petit peu le cinéma africain. Alors, je savais que c'était un projet de Dadju.
le rappeur. Je suis pas les carrières de rappeurs, donc si j'ai écorché son nom, voilà. Donc, mais je m'attendais quand même à ce que ce soit un petit peu une romance, un film à l'africaine, voilà, et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant, c'est un film... Donc voilà, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu dans le cinéma un petit peu africain, j'avais envie de découvrir un petit peu ça. Ça se passait à Kinshasa, alors oui, les décors africains, le côté africain apporte une touche d'exotisme, ça c'est sûr. Le souci, bah c'est le reste. Le souci, c'est que Ima, finalement, c'est un énorme ego trip de Dadju, où le gars n'arrête pas de se lancer des fleurs sur sa musique, sur le fait qu'il soit ultra connu, sur le fait qu'apparemment sa mère travaille aux violences conjugales et qu'il donne 3 tonnes d'argent à ce genre d'association. Là, je suis quasiment certain que c'est de la fiction. Autant qu'il soit mondialement connu, qu'il soit célèbre, même, je crois que c'est à Kinshasa, je sais plus exactement où ça se passe ce film, mais qu'il soit extrêmement connu, ça, je veux bien le croire. Que le mec ce soit au point que c'est un sauveur, c'est le gars, il a quasiment aucun défaut, il a toujours le cœur sur la main. Faut pas déconner non plus. Ça, je pense que c'est de la fiction. J'ai de bonnes raisons de penser ça. Sinon, à part ça, il y a des scènes qui sont totalement connes. Je veux dire, il y a ne serait-ce que la scène, les scènes du méchant, par exemple, le méchant dans le film Ima est c'est d'une stupidité. C'est d'un cliché, c'est le côté ouais, alors je détiens l'entreprise dans laquelle le père de la fille que je veux ken travaille. Du coup, je veux faire pression sur la fille pour je vais utiliser le père comme chantage pour que la fille sorte avec moi. Et je vais, alors attention, c'est censé être un fils de, c'est censé être un petit bourgeois, tout ce que tu veux. Et au final, il peut quand même faire des milices, il peut quand même faire, il peut quand même embaucher des tueurs pour traquer Dadju dans une course poursuite. Mais alors non, je me souviens, à un moment donné, Dadju se fait attraper par un garde du grand méchant. Mais genre, il est pas immobilisé, il y a pas de truc, non, c'est juste le méchant, le garde, il attrape comme ça. Et à un moment donné, tu vois Dadju se remuer comme ça, oh non, je peux pas m'échapper, oh non! J'ai un coup de coude simple, mais le mec, il reste, donc voilà, c'était stupide, finalement, c'est ce que je retiens de Ima. C'est un film stupide, il y a pas vraiment de résolution des problèmes, il y a pas vraiment de climax, il y a pas vraiment de véritable confrontation héroïque. Et en plus de cela, bonjour l'ego trip pour Dadju, c'est tout ce qu'a servi ce film, être une énorme pub pour le rappeur, et ça au bout d'un moment ça s'appelle un film bidon de lessive. Numéro 6. Rien. Je les écoute. Mon devoir est de chercher ce qu'on appelle la vérité. Ça vous intéresse vraiment que je vous raconte ma vie? Maigret. Alors, Maigret, je voulais découvrir l'univers du commissaire Maigret. Je sais que mon père est fan de séries policières et je sais pas s'il est fan de Maigret par contre. Mais du coup, moi, la seule chose que je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit que ça peut être intéressant, ça peut être... voir ce que donnait cette série, enfin voir une adaptation en film d'une aventure du commissaire Maigret, je me suis dit pourquoi pas. En plus avec Gérard Depardieu, c'est pas rien, c'est un gros nom du cinéma français qui l'interprète. Moi j'étais parti pour aimer ce film, c'est comme Ima, hein. J'étais parti pour aimer ce film. Et alors, je me suis ennuyé, mais alors tout le long. Déjà parce que le film a un rythme extrêmement lent. Bon ça, à la rigueur, je m'attendais. Mais en plus, ce rythme lent, le rythme lent en soi, c'est pas un problème si on arrive à justifier cette lenteur et qu'il y a quelque chose quand même qui accompagne le film. Je veux dire,
un film lent mais qui propose des choses, ce n'est absolument pas gênant. Le problème, c'est que Maigret est non seulement un film lent, mais en plus c'est un film qui ne propose rien. Même dans l'enquête, la base d'une enquête policière, la base, c'est quand même de pouvoir de faire deviner au spectateur, de faire en sorte que le spectateur se pose la question: qui a commis le crime, qui est coupable, parsemer des indices, utiliser la mise en scène pour faire des indices. Ça peut être ça, un film policier. C'est en ça qu'un film policier peut être intéressant. Et c'est ce que c'est censé être Maigret, c'est-à-dire semer des indices dans la mise en scène. Mais le problème, c'est que dans ce film, il n'y a qu'un seul suspect potentiel et tu le grilles à des kilomètres. Parce que la réaction des coupables de ce crime, c'est tellement ok, rien que là, je sais ce que ça va être la suite du film, t'as plus besoin de me le dire. Et le film ne te propose aucun autre suspect potentiel, ne propose aucune autre personne qui pourrait être l'auteur du crime. Et du coup, t'as quasiment quoi, le dernier tiers, la deuxième moitié du film, où au final, la seule chose que t'attends, c'est que Maigret arrête les coupables. Et alors, parlons-en de la manière dont il arrête les coupables, hein. Se servir d'une fille qu'il a trouvée, je crois que c'était une clocharde ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Mais tout ça, se servir d'une actrice qui, pour représenter la victime du meurtre, vraiment, pour ceux qui connaissent la série Maigret, c'est vraiment ce niveau-là, les enquêtes du commissaire Maigret. Parce que si c'était ça, je comprends pas le succès de la série. Numéro 5. D'où venez-vous? De ce quartier. Vous comptez aider votre communauté. Restez à votre place, ne discutez jamais un ordre. Oui, bien sûr. The Power. Alors, j'avais de l'espoir. C'est beaucoup de films dans lesquels j'avais de l'espoir. En fait, non, c'était un petit film d'horreur, donc j'en espérais pas grand-chose. J'ai quand même réussi à être déçu parce que ce film, en fait, c'est le problème de The Menu, mais le truc c'est que c'est le même problème que le menu en fait, mais la différence c'est que le menu pose des choses intéressantes, mais finalement n'en fait rien. Là, The Power propose quelque chose qui aurait pu être intéressant, mais fait de la merde avec. C'est-à-dire que The Power, ça parle d'une femme qui a peur du noir, qui travaille dans un hôpital et où il va y avoir, je crois que où il va y avoir des problèmes d'électricité, où elle va souvent être dans le noir. Et alors, un hôpital dans l'obscurité avec une personne qui a peur du noir, c'est des éléments qui peuvent vraiment mener à une ambiance angoissante, à une ambiance horrifique, vraiment prenante. Et au final, non. Au final, non. Au final, la seule chose que ça veut faire, c'est être une métaphore à MeToo, mais tellement grossière, tellement mal faite qu'au final, elle devient juste lourdingue et elle devient juste insupportable. Je veux bien qu'on fasse des films pour parler MeToo, mais là c'était juste lourdingue. Et en plus de ça, le film n'en profite pas pour poser une angoisse, il n'en profite pas pour poser une ambiance horrifique. Les victimes de meurtre que l'on voit tout le long du film, c'est des victimes où la seule chose que t'as envie de te dire, c'est qu'elles le méritaient parce que les personnages sont mal écrits, parce qu'évidemment, pourquoi faire un film d'horreur où les victimes seraient des personnages auxquels on se serait attaché? Non, c'est mieux de faire un film d'horreur où les victimes, ce sont des personnages que tu souhaitais voir crever. Avec en plus, au final, le fantôme, c'est pas le méchant c'est un vilain docteur qui sévit dans l'hôpital. Mais vous inquiétez pas, nous parlerons. C'est ça en fait. La métaphore clairement MeToo dans ce film, c'était clairement les victimes fait ouais, vous ne nous faites plus taire, nous parlerons. Le truc c'est que ça arrive tout à la fin, ça arrive vraiment en mode je bourrine ça pour résoudre mon film, alors qu'il y avait 3 tonnes de manières
on pouvait faire du MeToo, mais de manière plus intéressante, de manière mieux amenée. Je pense que si le film, ça fait partie de ces films qui pensent d'abord être des messages avant d'être des films. Et le problème, c'est que quand tu fais ça, tu véhicules mal ton message. Et c'est pas le seul de cette liste. Numéro 4. Pourquoi tu m'attends pas? Ici, la traque est toujours en cours pour retrouver l'animal qui aurait été vu dans les environs après s'être échappé de l'aéroport d'Orange. King. Alors, le problème de King, c'est clairement qu'ils ont voulu faire un film pour enfants à l'américaine. Que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans le côté aventuriste, en soi, ça n'aurait pas dû être grave. Ça n'aurait pas dû être quelque chose de gênant, mais le problème c'est que quand ils ont voulu copier le concept, et du coup ça fait quelque chose de mal fait. Ça fait quelque chose de... Ça fait quelque chose juste juste frustrant. Juste stupide. Bon, déjà, on va parler du lion. Alors, on va pas être d'accord sur le débat sur l'utilisation des animaux dans le film. Personnellement, l'utilisation de vrais animaux dans le film, ça ne me gêne pas. Et pour ce qui est de la CGI, enfin des effets spéciaux, ça peut le faire si jamais c'est bien fait. C'est-à-dire que la plupart des films Disney n'arrivent jamais à faire de bons animaux en images de synthèse. Je pense au film Prey qui est sorti un peu plus tôt dans l'année sur Disney+. Je l'avais vu en cadre d'une affaire avec un autre youtubeur. Bref, les animaux étaient dégueulasses dans ce film. Et en fait, King, tu sens les moments où le lion était fait en image numérique, parce que c'est des moments où le lion, il est juste dégueulasse. Et pareil, dans l'histoire, il y a des personnages qui sont juste insupportables. La fille, les deux gamins principaux que tu suis, ils sont insupportables. Ils sont insupportables. Je pense au gosse là alors, le gosse, on lui dit, il y a un lion, faut surtout pas ébruiter ça, faut que ce soit un secret et tout. La première chose que fait le garçon, c'est de poster ça sur Instagram avec un selfie. Non, juste non. Et je suis censé m'attacher à ce genre de personnage. Je suis censé m'attacher à un abruti comme ça. Bref. Un film qui a voulu être un film pour enfants, qui a voulu être un film d'aventure pour enfants, qui a voulu en reprendre les recettes et les concepts, mais qui du coup, mais qui cumule tellement de stupidité qu'au final le côté aventureux enfant ne marche pas, et qu'au final, la seule chose qui sauve un peu le film, j'allais dire Gérard Darmon sauve un peu le film, mais il est tellement anecdotique que lui, de son côté... Bref, je vous conseille absolument pas King. Numéro 3. Bonjour. Bonjour. Madame Marlowe, c'est ça? Harper, oui. Entrez, je vous en prie. Men. Quand je parlais tout à l'heure de The Power qui pense plus à être un message qu'un film, Men, c'est totalement ça. Bon alors, je vous avoue, je m'attendais pas à grand chose. Déjà au niveau du titre et au niveau du pitch, au niveau des bandes annonces, tout m'annonçait la catastrophe. Et surprise, la catastrophe est arrivée. Mais c'est pire que ça. C'est pire que ça parce que, en plus de penser à être un message avant d'être un film, avec des poncifs extrêmement bourrins, il y a quand même un truc, c'est que... par où commencer? Bon, parlons déjà du côté message du film. Alors, au départ, la fille, elle atterrit dans un village où tous les mecs, bon, forcément, sont des porcs. Comme je vous dis, il n'y a pas un personnage masculin qui n'est pas présenté comme soit un porc, soit un connard, soit tout ce que tu veux. Tous les personnages masculins du film sont des connards. Il n'y a que la fille qui est bien. Enfin, la fille qui est un personnage apparemment que l'on doit admirer, que l'on doit avoir de l'empathie pour elle, que l'on doit avoir tout ce que tu veux. Le souci, c'est que
le film veut trop en faire. En fait, bon, c'est ça le problème de Men. C'est un film qui veut trop en faire. C'est ce qui le rend détestable. C'est-à-dire que ce soit dans son message MeToo, où tous les hommes sont des porcs, où tout le village sont des ordures, sont des personnes dégueulasses, ce sont des harceleurs, ce sont des gens qui veulent la faire culpabiliser parce que son ex-petite amie violent s'est suicidé. Que ce soit en termes horrifiques, parce que le film veut lancer des petits trucs, attention, il y a quelque chose de vilain et tout, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas pourquoi? Parce qu'il montre beaucoup trop tôt la menace. Je m'explique. Il y a un moment donné, dans le film Men, la femme est au téléphone, elle est je crois qu'elle au téléphone ou à un appel Skype, je sais plus exactement, et il y a un personnage dans le jardin. Il y a un personnage de personnage nu dans le jardin. La première fois qu'on le voit, effectivement, il y a une tension, il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui est véritablement oppressif. Mais alors, tout le long de la scène dure à peu près, sans mentir, 10 minutes. Ce mec, on le voit tout le temps, et ce mec ne fait rien. Et il n'y a rien qui accompagne le moment où il est là. Je veux dire, maintenant qu'on a vu le gars essayer de travailler un peu la tension, essayer de trouver un petit peu, essayer de travailler sur un suspense qui permettrait au moins d'avoir peur du moment où le mec attaque. Mais le mec ne fait rien. Je veux dire, on le voit à la fenêtre et il marche. Sauf qu'il n'y a aucun endroit où il semble se montrer particulièrement violent. Il n'y a aucun moment où il semble se montrer particulièrement offensif, où il pourrait se glisser à l'intérieur de la maison. Ça aurait pu être une chose de tension énorme. Le fait qu'on le voie passer de l'extérieur à l'intérieur de la maison. Mais même pas, il n'y a même pas ça. Il n'y a même pas ça. Et pareil pour certains moments de tension du film. Il y a certains moments où il y a quasiment rien. Il y a quasiment rien de trouvé. Il y a pas de moment horrifique. Et t'as la musique qui s'emballe. Et des moments où la musique s'emballe. Des moments où la musique n'arrête pas c'est vraiment la musique. T'as envie de dire au compositeur de se calmer parce que là, clairement, il a un problème. Et qu'est-ce que j'ai... Alors, je peux pas ne pas parler des défauts de ce film sans parler de la séquence finale. Alors, comment se termine le film Men? Alors, apparemment, tous les hommes du village, c'était en fait un esprit de la forêt, un truc où le film est assez con parce qu'il nous montre un petit peu des glyphes, il nous montre un petit peu des moments, mais le truc c'est que ça sort de nulle part. C'est-à-dire, tu te dis pourquoi? Pourquoi vouloir faire en sorte que... Va jusqu'au bout de ton truc. Est-ce que... ça sous-entendrait qu'apparemment cet esprit, ce serait l'esprit des hommes? L'esprit de la masculinité toxique? Déjà, rien qu'en disant ça, je sens le truc complètement con. Mais alors, le truc c'est que cet esprit accouche d'un mec. Et l'accouchement, t'as tous les détails. C'est-à-dire qu'on voit un vagin, apparemment c'est le vagin de l'esprit, alors, je sais, laissez tomber. Tu vois un vagin gros plan, où qu'elle sort une tête, tu vois un mec, un homme adulte sortir, qui est un personnage du film. Ah, je crois que tous les personnages masculins de ce film sont faits par le même acteur, mais je suis pas sûr. Alors que ce soit le prêtre et le propriétaire, c'est le même personnage, ça c'est sûr. Mais alors, le reste, je suis pas sûr. Bref. Donc, l'esprit accouche d'un homme. L'homme accouche d'un autre homme. De la même façon. Ensuite, l'homme qui vient de sortir, il y a encore l'accouchement d'un homme. Et encore. Et encore. Jusqu'à tomber sur l'ex de l'héroïne qui s'est suicidée après lui avoir mis une tarte. La séquence dure un quart d'heure. C'est un quart d'heure où tu n'as que ça. Et alors, au bout d'un... Je sais pas vous, mais moi, un quart d'heure où tout ce que le film propose, c'est des mecs qui accouchent, ouais, ça veut juste dire une chose, c'est que le film n'a plus rien à raconter. Et quand t'as plus rien à raconter, bah c'est stupide, en fait. La première fois, ça choque. La première fois, tu te prends ça un petit peu dans la gueule, tu fais « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» C'est quand même assez perturbant. Puis... Mais au bout de la deuxième, troisième fois déjà,
bah, t'es beaucoup moins dans l'effet waouh, et quand ça arrive dans les 5-6, t'as juste envie de dire au film, et t'as pas envie de passer à autre chose, c'est bon, on a compris, waouh, les hommes qui accouchent, l'esprit masculiniste, tout ce que tu veux, ouais, voilà, passe à autre chose. Voilà, bref, Men, encore un film qui se veut être un message, et qui au final transmet beaucoup mal son message, parce que ce film est assez prétentieux, en plus. Il est assez prétentieux, il veut trop en faire, et du coup, la mise en scène ne marche pas, et le film ne marche pas, et du coup, le message se transmet mal. On le répétera jamais assez. Faites un film à message si vous voulez, faites un film progressiste si vous voulez, mais pensez d'abord à faire un film. Numéro 2. Vous cherchez un médecin? Je suis médecin. Morbius. Alors celui-là. Alors déjà, message pour Sony. Si vous voulez faire des films sur les méchants de Spider-Man, faites pas comme Disney. Quand Disney fait des films sur des méchants de son univers, il fait généralement de ces méchants des gentils. Mais encore, ces héros ont une personnalité. Et peuvent avoir une attitude qu'on peut qualifier de méchant. Cruella de l'année 2021 était très bien pour ça. Dans Morbius, ça vient avec la suite de Venom. Comment dire? En fait, on nous vend un anti-héros, en fait. On nous vend un personnage de vampire qui est censé être... qui pourrait avoir une thématique intéressante. Ça pourrait être intéressant. Un héros vampire, mais qui a besoin de se nourrir de sang. Ça a déjà été fait avant. Mais ce film est tellement con qu'il évacue la question comme ça. Qu'il évacue la question beaucoup trop facilement. Par exemple, en fait, le souci, c'est que ce film prend un personnage qui, à la base, était un antagoniste de Spider-Man, mais qui n'en fait pas un antagoniste et qui résout tous les dilemmes possibles de la pire manière possible. Par exemple, le coup des vampires. On a une seule scène dans ce film où il y a un aspect un petit peu horrifique. Alors que t'as un héros vampire fait de la plupart des scènes un peu horrifiques. T'as une seule scène dans le film qui est comme ça. Et alors, le héros du film, donc Morbius, on te dit, ah mais je suis un vampire, je suis un monstre, je pourrais faire du mal à des gens, tout ça. La question est vite évacuée, en fait, il trouve des pochons de sang bleu. Et en fait, c'est du sang synthétique, et apparemment, comme c'est du sang synthétique, il peut se contenter de ça, et donc maintenant, il n'est plus obligé de faire du mal à des gens. Ok. Et encore, je m'attendais pas à quelque chose de... Alors, déjà, tu gâches totalement un potentiel de dilemme pour le personnage principal. Personnage principal qui, donc, finalement, devient creux. Mais mettons encore si les scènes d'action aussi, si quelque chose pouvait aller... Je vais être clair. Le seul personnage qui a un peu de relief, c'est le personnage de Matt Smith. Et alors, ils sont pas allés chercher loin pour faire ce personnage. En fait, vous voyez le premier film Venom avec je sais pas comment il s'appelle l'antagoniste du premier Venom. Et en fait, ils ont fait la même chose pour Morbius. C'est-à-dire que dans les films Venom, c'était un symbiote. Venom est un symbiote et le méchant c'est un symbiote. Dans Morbius, le personnage est un vampire, le méchant c'est un autre vampire. Oh, la personne de Matt Smith. Et ceci dit, heureusement que Matt Smith est là, parce que s'il fallait se taper Jared Leto, qui n'a plus son dilemme de boire du sang humain... Et encore, mettons, t'as un film avec un scénario complètement con, des personnages travaillés. Déjà, j'aime ça. Mais même les scènes d'action ne vont pas. Un truc qu'on demande au minimum pour un film de super-héros, c'est qu'il soit un peu impressionnant, c'est que au moins les scènes d'action soient bien faites, soient bien rythmées. Je vais être clair, on ne voit rien. Dans Morbius, on voit rien. Une scène d'action dans Morbius, c'est l'image qui est accélérée, tu vois plein, c'est flou, c'est mal filmé, ça se remue partout, c'est surcuté à mort, et paf, à un moment donné, tu vas avoir
une image fixe de quelques secondes où Morbius est en train en mode ralenti, prend une pause et tout. Ça dure 2-3 secondes, puis ça repart dans du flou, dans de l'illisible, dans la scène d'action où tu comprends plus rien. Voilà. Le film ne sait même pas faire des bonnes scènes d'action. Et alors, parlons des scènes d'action. Comment Morbius arrive à vaincre son ennemi avec un Kamehameha de chauve-souris? Je ne déconne même pas. C'est-à-dire que la manière dont Morbius arrive à vaincre, je sais plus le nom du méchant de ce film, la manière dont il arrive à vaincre le méchant, c'est il met ses mains, la position de Kamehameha, il met ses mains comme ça, les chauves-souris se rassemblent autour de lui, il fait comme ça, et toutes les chauves-souris se précipitent en un faisceau sur le méchant, qui le précipite vers la mort. C'est littéralement un Kamehameha de chauve-souris. Vraiment. Et le film nous a été... Alors, faut qu'on parle un petit peu de la manière dont nous a été vendu ce film, parce que ça joue aussi dans l'appréciation de Morbius. Parce que Morbius, ça nous a été vendu comme un film qui allait mélanger film de super-héros et film d'horreur. Un peu comme The New Mutants. Mais The New Mutants, il y avait vraiment une partie horrifique qui était... C'était pas poussé, mais il y avait un minimum travaillé. Morbius, j'ai pas vu la partie horrifique. Il y a qu'une seule scène qui est véritablement où tu te dis, ah, quand même, il y a un petit trait de chose. Alors, ce que j'adore aussi, c'est que ils veulent nous mettre une espèce de faux suspense, comme quoi ce serait peut-être Morbius qui a attaqué une victime. Mais bon, comme tu vois à des kilomètres que c'est pas Morbius, et comme le personnage du vampire méchant se révèle très vite, au final, ça sert à rien. Bref. Et on nous avait aussi vendu dans Morbius comme une espèce de début pour... Alors, en fait, pour vous expliquer, dans l'univers Spider-Man, il y a ce qu'on appelle les Sinister Six. Les Sinister Six, c'est un groupe de 6 antagonistes de Spider-Man qui se rassemblent pour lutter contre l'homme araignée. Bref, c'est un groupe de méchants. Et on nous avait vendu une espèce de commencement de création des Sinister Six. Et alors, il y avait déjà Venom qui était arrivé dans l'univers de Spider-Man, dans Venom 2, dans le MCU en fait. Faut qu'on parle du MCU parce que Sony est un projet à part du MCU, les trucs qu'ils veulent faire avec les Spider-Man, mais il y a plein d'interactions avec le MCU et du coup toutes les interactions avec le MCU sont mauvaises. Alors, je parlais de Venom 2 où au final, bah, tu le vois vite fait dans Spider-Man Far From Home, c'est quoi? No Way Home, c'est ça. Spider-Man No Way Home, mais au final, il ne sert à rien, le Venom. Il le tient juste quelques secondes avant d'être renvoyé chez lui. Et ça ne sert à rien. Et bah, c'est pareil pour Morbius. C'est-à-dire que Morbius, on nous avait vendu la présence du vautour. On nous avait vendu la présence de Michael Keaton dans le personnage de vautour, l'antagoniste de Spider-Man Homecoming. Et tu te dis, ok, ça se passe peut-être dans le même univers que Spider-Man, ça se passe peut-être dans un univers... Surtout qu'en plus, je voulais aussi dire ça, dans la bande-annonce de Morbius, à un moment donné, Morbius fait une blague en mode « je suis Venom ». Et tu te dis, ah, est-ce qu'il y aurait une interaction, est-ce que ça se passerait dans le même univers que Venom, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Rien du tout, la blague n'est pas présente dans le film, et le vautour qu'on nous avait teasé dans la bande-annonce, bah il n'apparaît que dans les scènes post-génériques. Je ne déconne même pas. Il apparaît dans les scènes post-génériques, il apparaît dans la prison, alors il a fait un voyage dimensionnel, mais ça faut suivre le MCU pour comprendre. Il fait un voyage dimensionnel, il apparaît dans la prison, il fait « Oh, cool !» et il sort. Et alors, deuxième scène post-générique, t'as le vautour qui a contacté Morbius, on sait pas comment. Morbius, c'est le vautour qui se retrouve dans le désert, et t'as le vautour qui dit « Ouais, bah en fait, je pense qu'on a tous les deux un problème avec Spider-Man, ça te dirait qu'on s'associe. » Et Morbius qui fait « Ah bah ouais, cool !» Sauf que Spider-Man, il n'existe pas dans le film Morbius. Il n'y a pas de Spider-Man. Il y a juste Morbius. Il y a pas de... C'est lié à aucun truc du MCU, Morbius, hein. Il y a pas de référence aux événements qui s'est passé dans le MCU, ou même dans Venom. Il y a rien de tout cela. Ça se passe dans un univers totalement différent.
Alors pourquoi tu me fais ça avec le vautour? Pourquoi tu me fais ça en mode, ouais, finalement, toi et moi, on peut s'associer et devenir des méchants. Surtout que Morbius, t'as passé tout le long du film à en faire un protagoniste de merde qui ne peut plus avoir de dilemme de moraux parce qu'il a ces putains de poches de sang bleu qui gâchent tout. La seule personne qui bouffe, c'est l'équipage sur le bateau. C'est la scène un peu horrifique qui aurait pu être pas mal. Ça aurait pu être pas mal si ça a été seulement ça. Ou alors si la révélation du vampire méchant, mettons, j'en prends, mettons. Tu gardes le côté antagoniste vampire méchant, mais tu ne le révèles qu'à la fin. Tu le révèles vraiment que dans les dernières parties du film. Et tu donnes sur un doute que Morbius attaque en réalité les gens sur chose. Tu l'as ton film d'antagoniste, mais non, le film ne fait pas ça. Le film fait de Morbius un gentil tout le long. Il détruit tous les dilemmes moraux qu'il aurait pu avoir. La seule personne qui le bouffe réellement, c'est sa copine. Dans une scène, le forceps est présent. Je crois que d'ailleurs sa copine devient vampire. Je me souviens plus. Il y a tellement de stupidité dans le film Morbius. C'est tellement de la merde. Bref. Et à la toute fin, tu dis, bah finalement, Morbius, ça va devenir un méchant. Sony fait n'importe quoi avec son projet. Je sais pas où ils veulent en venir. Je sais pas avec quoi ils veulent faire, avec leur Venom, avec leur Morbius. Le prochain, ça va être Kraven le chasseur. Mais alors, d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que t'avais une personne, je crois que c'est un marketing qui dit ouais, Sony va assurer que Kraven le chasseur sera meilleur que Morbius et Venom. Le challenge n'est pas très haut. on va pas se mentir. Il y a pas beaucoup de risques à dire ça, hein. Donc voilà, Morbius, film extrêmement décevant, un film qui ne fait rien avec son personnage principal, qui ne fait rien d'intéressant avec, et c'est même pas le numéro 1 de ce flop. Et le numéro 1 du flop 15 de l'année 2022 est... Maman, je sais ce que je voudrais faire quand je serai plus grand. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux être un Minimoys. On a retrouvé la maison d'Arthur. Arthur, la malédiction. Honnêtement. Qui est surpris? Qui est surpris? Honnêtement, c'est... Arthur, la malédiction, c'est légendaire dans cette année 2022. C'est juste... Comment dire? Bon... Moi, j'ai fait partie de ceux qui se disaient, ça peut être pas mal le projet. Se servir de Arthur et les Minimoys pour en faire un truc horrifique, ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant. Mais, comment dire? Je ne sais pas par où commencer. Bon, déjà, parlons du film en lui-même. Parce qu'il y a deux parties quand même à voir dans Arthur et la malédiction, c'est que le film est non seulement pourri quand tu le vois le truc final, mais tu comprends pourquoi il est pourri, parce que quand tu vois comment il a été élaboré, c'est juste hallucinant. Alors, déjà... Arthur la malédiction. Les acteurs, les acteurs jouent mal, mais soyons clairs. Je pense que c'est beaucoup plus un problème de direction d'acteur que d'acteur en lui-même, parce que tout est mauvais dans ce film, tout simplement. La direction d'acteur est extrêmement mauvaise. L'écriture, faut que j'en parle 2 minutes de l'écriture. Quand on pense Arthur, la malédiction, on se pense à... quand on pense faire de l'univers d'Arthur et les Minimoys un truc horrifique. Tu te dis, c'est simple, tu prends les trucs fantastiques, les trucs qui sortent de l'univers dans Arthur et les Minimoys, sauf que tu en fais des trucs horrifiques. Par exemple, Malzahar dans Arthur et les Minimoys, tu en fais vraiment un antagoniste... tu en fais vraiment un monstre, tu en fais vraiment quelque chose d'extrêmement glauque. Il y a des trucs à faire avec Arthur et les Minimoys.
il y avait des trucs 1000 fois plus intéressants que ce qu'ils nous ont pondu. Parce qu'au final, je vous révèle le film, hein, de toute façon, faut que vous compreniez que ce film n'a absolument rien pour lui, donc autant ne pas le voir. En gros, finalement, qu'est-ce qui tue les personnages du film? Les gens qui tuent les héros du film, ce sont des cosplayers. Vraiment. En gros, ce sont des cosplayers drogués qui organisent apparemment des RP où ils se massacrent. Il y avait le RP super héros, maintenant c'est le RP Arthur et les Mimoys. Parce qu'évidemment, ce film se permet totalement d'être un énorme ego trip de Luc Besson, avec tout le passage où on nous montre les fameux goodies de Arthur et les Mimoys que l'on peut choper, tous les jouets, tous les trucs, bref. Les gosses qui sont fans de les ados, les jeunes adultes qui continuent d'être fans d'Arthur et les Mimoys, rien que ça c'est de la science-fiction, je pique cette vanne. Et alors en plus d'être un ego trip, le gars il te fait ouais alors Arthur et les gars ils ont fait ça en s'inspirant d'Arthur et les Mimoys, comme quoi le cinéma ça peut être dangereux. Un film, ça peut être dangereux. T'en es à ce niveau-là, Luc. T'en es à ce... Alors, c'est pas Luc Besson qui réalise, mais on va revenir sur Luc Besson. Hein. T'en es à ce niveau-là de médiocrité. T'en es à dire, attention, un film, ça peut avoir une influence néfaste. Un film, ça peut rendre des gens dangereux, ça peut rendre les gens méchants. Un film, ça peut tuer. T'as voyagé dans le temps pour je sais pas, mais le coup du message, les films au cinéma, ça peut être dangereux, ça peut rendre violent. Et c'était le genre de message qu'on arrêtait de faire dans les années 80, Luc. Et alors, surtout on parle pas d'un film d'horreur, on parle pas d'un film d'action violent, on parle d'Arthur et les Minimoys. Arthur et les Minimoys. T'es en train de nous faire croire qu'Arthur et les Minimoys, ça peut être dangereux? Ça peut rendre des cosplayers fous qui s'amusent à tuer des gens? Ah! Mec! Arrête tes conneries! Oh putain! Alors, les acteurs... J'ai parlé des acteurs qui cabotinent, j'ai parlé... Mais en fait, le film ne fait même pas l'effort d'instaurer une ambiance horrifique. Le film... Qu'est-ce que je peux dire? Il a 3 tonnes de stupidité. C'est un film qui est mal écrit. C'est un film, il a une mauvaise écriture. Pour donner un exemple de stupidité qu'on trouve dans le film. Là, à un moment donné, il y a une fille qui se fait attaquer dans une grange à même pas 2 mètres d'un duo de personnages. Le duo de personnages, ils ont un écouteur chacun. La fille est en train de hurler. Résultat, aucun des deux ne l'entend. C'est... Wow! Il y a beaucoup de couleuvres à avaler là-dedans. D'ailleurs, je parlais des acteurs et des go trips de Luc Besson parce que faut savoir que l'actrice principale, la love interest, faut qu'on parle. Ça... je suis désolé. La love interest de ce film, du héros du film, se trouve être jouée par la fille de Luc Besson. Qui est un peu inquiétant quand on voit quand on voit comment le héros la regarde, mais bon, bref. Et on va parler d'un autre truc. Il y a une espèce de romance. Alors, les romances, il y a rien. Les romances sont juste gérées de la pire façon avec des dialogues d'entour. Et alors, apparemment, il y avait un couple homosexuel dans le film. Je l'ai pas vu. Enfin oui, parce qu'en fait, les 2 personnages blonds, il y a 2 hommes blonds dans le film. Ils sont tellement proches physiquement, tu te dis, c'est des frères. Et comme ils font rien de spécialement de choses de couple, ils se tiennent pas d'une quelconque manière, ils se font pas de bisous, ce genre de choses. Parce que ce film veut montrer des couples, mais il veut pas montrer des gens s'embrassent. Enfin, je sais même pas s'il y a des gens qui s'embrassent. Peut-être le couple principal, il y a un baiser une fois, peut-être. Mais le reste, je sais pas. Je crois qu'il y a que dalle en réalité. Et donc les 2 garçons blonds, apparemment c'était censé être un couple homosexuel.
alors que t'as rien dans le film. Dans le film, t'as juste l'impression qu'ils sont frangins. Moi, au départ, je pensais sincèrement qu'ils étaient frères. Puis quand on m'a dit qu'ils c'était un couple homosexuel, ah bon. Y'a rien qui va. Y a aucune scène de tension qui marche, Bref. Et en fait, c'est normal qu'il y ait rien qui marche. Parce qu'en fait, l'équipe autour de ce film, la quasi-totalité de l'équipe, c'est des étudiants. Bah oui. C'est ce qui entoure Arthur et les Minimoys. Il y a un étudiant d'école de cinéma, qui a travaillé sur le film Arthur et les Minimoys. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Luc Besson est allé voir cette école, il dit voilà, j'ai besoin d'un scénario pour mon film, vous me le faites. Et je sélectionne celui qui me plaira le plus. Bref, oui, du travail spéculatif, oui. Et résultat, il a retenu aucun scénario que les groupes d'élèves ont proposé, et il dit par contre, pour compenser, venez, vous allez m'assister vous allez assister le réalisateur du film Arthur, la malédiction. Et en fait non, c'est pas assister qu'ils ont fait, c'est carrément travailler. C'est-à-dire que les élèves, c'était eux qui géraient les acteurs, c'était eux qui géraient les scripts, le décor, c'était eux qui géraient le réalisateur, il servait quasiment à rien, hein, soyons clairs. Le réalisateur, il servait quasiment à rien. Et je crois que le scénario était Luc Besson parce que Luc Besson a posé pas mal de trucs, dont l'actrice principale. Comme quoi, ah non, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit la fille de Luc Besson. Voilà. Et je crois même que ce sont les élèves qui ont dû gérer les cascades. Parce qu'il y a quelques trucs de cascades dans ce film, ça a dû être géré par des élèves. Je vous dis, c'est légendaire. Mais à quel point tout pue dans Arthur la malédiction. Que ce soit dans l'élaboration ou que ce soit dans le produit final, Arthur la malédiction, bah c'est le numéro 1 de mon flop 10 de mon flop 15 de 2022. Enfin bref, voilà, on vient d'en terminer avec le flop 15. On va se remettre un petit peu dans une ambiance un peu plus légère en parlant du top 10, du top 15. Enfin, on vient d'en terminer avec le flop 15 de l'année 2022. Je pense qu'on va se remettre un petit peu plus de légèreté en attaquant le top 15 de l'année 2022.